Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Colline Badin et je travaille pour le Théâtre du Point du Jour. Afin d'introduire un peu cette vidéo et de vous resituer le contexte de l'accueil de Bruno et Muriel pour la lecture de poèmes au sein du Théâtre du Point du Jour, je vais vous parler de la soirée qui était prévue initialement. Donc, on devait accueillir Bruno et Muriel pour la lecture de poèmes cette semaine à l'issue d'une représentation d'un spectacle qui s'appelle Cucou, qui devait jouer le 17, 18 et 19 mars au Théâtre du Point de Jour, dans notre salle et avec des publics en salle. Donc, Jacou est le performeur du spectacle, il est aussi metteur en scène et compositeur. Dans Cucou, il se fait le porte-parole de sa génération dans une Corée dévastée par les crises politiques et économiques, en interagissant avec trois autocuiseurs de riz qui sont de la marque Cucou et qui vont donc donner le nom aussi au spectacle. Donc, il va raconter l'histoire de sa Corée, son histoire personnelle, l'histoire de ses proches, et du coup, en mélangeant un peu mémoire individuelle et mémoire collective. Donc, à travers les poèmes de Moon Jung-hee, on va retrouver ce lien assez étroit avec la politique, avec l'histoire personnelle et les problématiques personnelles aussi de l'auteur, mais du coup à travers une forme poétique. Donc, à défaut de pouvoir vous accueillir en salle et d'avoir vraiment cette mise en écho entre deux générations sud-coréennes, avec le spectacle et la lecture des poèmes, vous allez quand même pouvoir entendre les textes sélectionnés par Bruno et Muriel du recueil de Celle qui mangeait du riz froid de Moon Jung-hee. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute. Au nom de toute l'équipe du Théâtre du Point du Jour, j'espère qu'on vous retrouvera bientôt en salle. Et je laisse la parole à Muriel et Bruno. Merci Colline. Merci au Magnifique Printemps de permettre ces rencontres, même si maintenant elles sont virtuelles. Et bien sûr, Kuko et Moon Jung-hee avaient tout à voir ensemble. Bruno, avant qu'on fasse la lecture, Qui est Moon Jung-hee? Voilà, tu nous racontes un tout petit peu qui est Moon Jung-hee. Moon Jung-hee, c'est une Coréenne du Sud. C'est une femme extraordinaire qui est née en 1947. Figurez-vous qu'elle a été la première jeune fille à publier de la poésie dans des magazines, dans des revues lorsqu'elle était lycéenne. Et puis, probablement une des premières voix de l'écriture coréenne féminine contemporaine à s'emparer de sa langue maternelle, le coréen, qui, sous l'occupation japonaise, était une langue interdite en Corée. Elle a publié au moins 15 à 20 recueils, des pièces de théâtre, des essais d'inspiration féministe. Et elle est considérée aujourd'hui comme la grande voix de la poésie féminine et, on va le dire, carrément féministe de son pays. De quoi parle-t-elle? Vous allez vite l'entendre. Elle parle de lessiveuse, elle parle d'épluchure, elle parle de la cuisson, elle parle beaucoup du riz et des tâches quotidiennes de la vie des femmes. Quand on parcourt le sommaire d'un de ses livres, on a l'impression d'un inventaire à la Prévert, avec toutes ces tâches journalières. C'est assez étonnant, mais vous allez voir, chaque poème est l'objet d'une transfiguration presque parfois cosmique. On parle à son propos d'écoféminisme, comme si, et je m'arrête là, le mal fait aux femmes était une atteinte portée à la nature mère. Moon Jung-hee, il faut peut-être tout de même montrer ce livre, Celle qui mangeait le riz froid, traduit du coréen par Kim Yoon-ja. Petit chant de la cuisine. Dans la cuisine, ça sent toujours le vin qui fermente, l'odeur de la jeunesse d'une femme qui se gâte. La tristesse d'une femme fait bouillir la soupe épaisse. L'amour d'une femme assaisonne. Dans la cuisine, on entend toujours quelque chose qui crépite. Depuis le commencement du monde, des deux personnes debout sous le même ciel, l'une parle haut dans la grande chambre, l'autre, engagée à vie pour coucher, une bonne borgne debout dans la cuisine. On l'entend verser de la cire brûlante sur ses pieds. Dans la cuisine, ça sent le vinaigre, comme le sang d'une femme qui se gâte. Mais on ne sait depuis quand. On entend clairement le bruit du couteau sur la planche de l'effroyable vieille femme, qui brise les entraves de ce châtiment, pareil à celui d'une bougie qui se consume pour t'éclairer. On entend une jeune mariée timide qui se déshabille seule dans notre cuisine. En faisant la vaisselle, je fais la vaisselle. Je lave
cette vaisselle 1000 fois. De cette façon, si jamais elle devenait porcelaine blanche, je la laverais 10 000 fois. Mais la vaisselle qui reste vaisselle, même si je la lave 1000 fois, en faisant la vaisselle pour laver simplement la vie quotidienne, je fais bouillir mon sang jeune. Plus tard, qu'elle tombe épaisse pour étouffer cette flamme. En épluchant les fraises. Mes enfants disent qu'ils sentent un dieu chaque fois qu'ils mangent des fraises. La chair du soleil, partout, les étoiles comme graines de sésame sont incrustées. Quand on met les fraises sur la langue, la beauté nous saisit avec fraîcheur au point de nous faire crier « Oh !» Joie de croquer des étoiles sous les dents. En tout cas, les fraises ont été créées par le plus joli dieu parmi les dieux. Cependant, aujourd'hui, je m'interromps en lavant les fraises et tremble de frayeur. Le poison ne s'enlève pas même si je lave sans cesse les fraises. Cette hostilité ensorcelante ne se décompose pas même au bout de 3 jours. Faute de mieux, j'épluche les fraises avec un couteau tranchant. Je découpe la chair du soleil, la caresse du dieu. Je fais tomber les étoiles. Les enfants pleurent à mes côtés. Une journée sans titre. Je me lève à l'aube et je prépare les gamelles des enfants. Je lis distraitement le journal du matin. Ou comme un serpent sortant des touffes d'herbe dévore un quartier de lune, j'écrirai un poème intense. Laissant tomber la vaisselle, je mets de la musique et je bois un café amer comme du poison. Lorsque j'erre seul dans les montagnes après avoir fui les aiguilles de l'horloge où souffle le vent de sable jaune. Dans la machine à laver, tournent chaussettes et pantalons. Je réponds au téléphone qui sonne avec fureur. Publicité immobilière informant de la vente d'appartements dans une ville nouvelle. Ah, merde! Le feu bat des ailes follement pour purger seul le péché qu'il a commis seul. Sans appétit, je saute le déjeuner. Je nettoie les anchois séchés. Je lave le riz. J'ouvre le livre de Georges Bataille sur l'érotisme et j'entre dans le monde des tabous et des interdits. Pleine période des soldes dans les grands magasins. Dans des centres culturels, on donne des cours de shiatsu et de golf. L'écran est toujours vide. Encore ainsi, une journée s'en va. Je me lamente et prends le dîner, puis en regardant le journal télévisé, je me lève furtivement vêtu de mes seuls dessous pour aller voir un amant caché, comme un serpent sortant des touffes d'herbe dévore un quartier de lune. Le riz froid. Relevant mon corps malade, je mange seul le riz froid. Le givre dans le riz me pique la gorge. De nos jours, avec tous les appareils électroménagers de la cuisine, 1 minute sur le bouton suffit pour avoir le riz chaud. On n'a guère l'occasion de manger le riz froid, mais aujourd'hui, je mange seul le riz froid. Celle qui mangeait le riz froid tandis qu'elle donnait à manger le riz chaud à sa famille, elle finissait le riz froid dans un bol ébréché avec des morceaux de radis qui traînaient. Elle léchait l'arête du poisson. Pourtant, de son corps jaillissait l'amour le plus doux. Avec le regret de ses mains affairées, même tard la nuit dans la cuisine, aujourd'hui, relevant mon corps malade, je mange le riz froid. D'après une légende, le ciel n'ayant pu envoyer un dieu dans chaque foyer, il y aurait envoyé une mère pour le remplacer. Alors, je la rencontre dans le riz froid que je mange seul. Aujourd'hui, je deviens le riz froid du monde. L'ongle. Assise face au soleil couchant, je coupe l'ongle de ma mère octogénaire. Quand je coupe l'ongle de ma mère, où se lève déjà une demi-lune blanche, le bruit du vent de ce monde s'interrompt, lui aussi. Peut-être bientôt une demi-lune tombera du côté de ce monde et l'autre ira au ciel en suivant ma mère. À chaque instant,
L'eau du fleuve devient plus profonde. À présent, le dos de ma mère, solitaire, ressemble à une petite bête. La fleur de ce lointain pays qui naîtra de l'ongle de ma mère, tendre comme une écaille d'argent, de quelle couleur sera-t-elle? Quelles fleurs s'épanouiront dans le jardin de ma mère et s'arroseront le cœur comme moi avec l'eau qu'elle donne tous les jours? En tremblant, ému, je coupe l'ongle de ma mère octogénaire. Pour les hommes, lorsqu'ils deviennent pères, ayant engendré les filles, les hommes se séparent enfin du monstre qui grogne en eux. En regardant l'entrecuisse de leur fille, ils font la connaissance du chemin d'où est sorti Dieu. En s'apercevant que le bébé sort par le même endroit que Dieu, ils rougissent d'une honte soudaine. En faisant des bisous à leur fille, ils apprennent que leurs poils sont parfois des épines vénéneuses. Lorsqu'ils deviennent pères, ayant engendré les filles, les hommes se réconcilient enfin avec le monstre qui grogne en eux. Ils deviennent de beaux adultes. Si un homme à moustache veut m'embrasser sur la bouche, que dois-je faire? Si sa moustache dure comme une brosse à chaussures en pénétrant mes lèvres frotte tout à coup ma vie vigoureusement, quel événement! Un jour où souffle un vent qui agite jusqu'aux racines le peuplier blanc au feuillage épais de conservatisme et d'hypocrisie, s'il fait tomber une larme chaude sur mes épaules en clignant des yeux comme un cheval, si l'odeur aigre de ses aisselles suffoque le nez de ma vie, parviendrai-je ainsi à une entente? Ou resterai-je debout, immobile à cette place, comme la stèle de la femme fidèle que j'ai vue un jour à Mouju? Paysage paisible. Un homme, rentré en plein jour, somnole sur le canapé du salon, la cravate légèrement dénouée, en bavant un peu, les jambes écartées. L'homme qui mange avec moi du riz de la même marmite depuis plus de 20 ans. Quelquefois, on partage la chaleur des corps. Mais comme une bête emmenée de force, l'homme qui tourne toujours autour de notre sphère que j'ai créée, par les jours de pluie, il rugit quelquefois, tel un fauve sauvage contre ses petits. De toute façon, je me suis résolu à vivre avec un peu d'hypocrisie. De même que les poissons ne peuvent vivre dans l'eau distillée, c'est tout aussi bien d'être un peu impur. Ce n'était pas pour cela, mais j'ai tant de fois préparé le dîner avec un sentiment de révolte. Cet homme, plus tard, à 1h de l'après-midi, va célébrer le mariage d'un jeune homme. Il les bénira d'une belle métaphore en disant que dans le mariage, l'homme et la femme suivent une même étoile et il leur donnera un conseil avec sérieux en disant que le mariage amènera leur cœur et leur corps à être unis. Un homme, rentré en plein jour, la cravate légèrement dénouée, somnole sur le canapé en bavant un peu. Train du mariage. Tout voyage aboutit au terminus, mais ce voyage est sans terminus. Avant que la mort sépare deux personnes, quand une personne doit descendre du train, il faut lui amputer la jambe ligotée. Oh, le mariage est important, mais la vie l'est davantage. Si le mariage trouble la vie, je vais abandonner le mariage. Même la personne qui a sauté avec fermeté après s'être amputé une jambe attachée debout sur une seule jambe entend bientôt sa jambe laissée dans le train appeler lugubrement son corps. Alors, il lui arrive de prendre à la hâte le prochain train. Parfois, regardant dehors à travers la vitre, j'hésite à descendre à la gare prochaine et je regarde les valises lourdes.
placé sur le porte-bagages, tenant les mains des enfants. De ce train confortable sans terminus, qui traverse déjà le crépuscule, comme un tunnel majestueux, ne descend aucun passager. Mon épouse. Mon épouse. J'aimerais avoir une épouse. Une épouse pareille à une fleur épanouie au printemps, tel un rire éblouissant. Une épouse qui me donne un enfant après l'étreinte d'une nuit, ayant cultivé ma semence dans son corps. Quand je lui donne de l'argent que j'ai gagné, elle me prépare des repas. Une épouse qui m'attend après avoir fait ma chambre, quand je travaille dehors ou quand je sors pour boire un verre. Une épouse qui m'apporte doucement une tasse de thé quand j'écris des poèmes. Ou quand je lis le journal sur le canapé, pour que je n'aille pas voir ailleurs. Elle essuie tous les jours mon miroir. Elle regarde toujours son mari d'un œil admiratif. Elle est ma colonie, elle m'appartient. Le devoir moral est le soleil de notre famille, une épouse qui fait de moi le père et le grand-père et fait perdurer mon nom et ma généalogie. On dit qu'une telle épouse est en voie de disparition, comme un animal qui aurait vécu dans la jungle il y a longtemps. Oh, j'aimerais avoir cette sorte d'épouse. Une invention du 19e siècle qui est encore absolument utile. Les seins. Le haut du corps dénudé, j'étreins à peau nue la machine froide. À l'intérieur des mamelons qui s'écrasent, l'angoisse pénètre avec l'odeur forte de l'éther. Les deux bras levés, comme un soldat vaincu à la recherche d'un point noir dans une lune claire, je passe une mammographie. Les seins bien emmaillotés dans le tissu de dentelle depuis l'adolescence. Tout le monde les a, mais seuls les seins de femmes étant toujours source d'ennui. Ces seins, je les cachais profondément, comme des fruits honteux. De même que notre mère porte à nos bouches la sagesse et l'amour avec ses seins, les collines de la grande nature fertile élèvent les enfants du monde. Heureusement, moi aussi j'en avais une paire. Mais longtemps, ces seins ne m'ont pas appartenu vraiment, car ils appartenaient à l'homme aimé et aussi au bébé. Mais à présent, le haut du corps dénudé, en étreignant à peau nue la machine froide, je prends conscience jusqu'à la moelle que ces seins m'appartiennent, en faisant radiographier mes tristes seins tombants, à la recherche d'un point noir dans une lune claire. Où ont-elles disparu, ces si nombreuses lycéennes? Cette fille travaillait bien à l'école et excellait aussi dans ses activités personnelles. Sortie du lycée, elle a réussi sans peine au concours d'entrée à l'université. Mais maintenant, où est-elle? Fait-elle bouillir la soupe aux pommes de terre? Après l'avoir préparée pendant 3 heures avec l'os, s'exposant à la vapeur chaude devant la cuisinière à gaz, sera-t-elle heureuse le soir de regarder son mari avaler de bon appétit cette soupe pendant 15 minutes? Après avoir terminé la vaisselle, aide-t-elle ses enfants à faire leurs devoirs ou bien erre-t-elle encore dans la rue froide à la recherche d'une embauche dans une société? Dans un gymnase où l'on élit les candidats d'un parti politique vêtus d'un hanbok les décore-t-elle de rubans? Leur offre-t-elle des bouquets de fleurs? Embauchée par bonheur, assise dans un coin d'un grand bureau, elle répondra aimablement au téléphone et servira quelquefois le thé. Est-elle devenue femme d'un médecin, femme d'un professeur ou bien infirmière?
Peut-être apprend-elle à chanter dans un centre culturel d'où elle part à la hâte avant que son mari rentre le soir. Où ont-elles disparu ces si nombreuses lycéennes? Dans cette forêt de hauts buildings, ne devenant ni député, ni ministre, ni médecin, ni professeur, ni femme d'affaires, ni cadre d'une société, rejetées de ci, de là, comme un gland tombé dans le repas du chien, errent-elles encore sans pouvoir se faire valoir, sans pouvoir prendre part au monde grand et large? Sont-elles confinées dans la cuisine et la chambre? Où ont-elles disparu, ces si nombreuses lycéennes? En me maquillant. Je finis de peindre mes lèvres en pourpre et dans le miroir, je vois assise la princesse d'un pays assujetti. Mon petit visage est un lieu de compétition pour capitaux internationaux. Le drame hypocrite façonné par de riches industriels est en réalité à son comble. Sur un territoire étroit flottent des drapeaux de toute nation. La couleur en vogue cet automne est le sexy brown. Je mets du fard à joues selon l'instruction de Chanel. Je m'enferme dans le mythe de la belle femme. Le complot est presque accompli. Parfois, saisi de stupeur, je fais entendre raison à l'esclave qui est en moi, mais l'envoûtant parfum artificiel et la vision illusoire causée par des couleurs tendres n'opposent aucune résistance depuis longtemps. Pour arrêter le temps avec les mains, le corps doit-il ainsi adopter le triste parfum? Avec l'eyeliner de chez Estée Lauder, à grand-peine, je cerne mes yeux d'une clôture noire. Je pose une goutte délicate de parfum Dior sous l'oreille pour terminer. La femme du pays assujetti, enfin prête pour sortir, se lève lentement comme l'héroïne d'une tragédie. Déclaration de la fleur. Je me servirai de mon sexe à ma façon, comme je l'entends. J'empêcherai que l'État le contrôle ou que les ancêtres s'en mêlent. J'empêcherai qu'une idéologie y porte la main brutalement. J'empêcherai qu'on en donne des leçons ou qu'on en fasse la publicité. En aucun cas, je ne tolérerai qu'on l'échange contre de l'argent. Je ne me donnerai pas l'air d'être belle ou gentille. Je ne ferai pas semblant de tout connaître. Je prendrai tout simplement possession de mon corps. Sous le ciel, au pays de la poésie, et je suis fleurie. Et pour terminer, un poème qui nous ramène à la thématique du désir, thème du 23e printemps des poètes, les choses que j'ai accomplies. Il m'est arrivé de laisser couler quelques poèmes des mots que j'ai appris de ma mère. Cependant, cette chose n'était-elle pas finalement l'autre nom du désir? J'ai enfanté au risque de ma vie, j'ai chéri mes enfants et les ai élevés, mais cela aussi est une chose que le temps seul a accomplie. Être né et me laisser vieillir, cette chose est toute ma richesse. Si cela aussi est l'histoire d'un fleuve qui coule ou d'un autre élément naturel, alors je voudrais n'être rien. En faisant entrer en moi l'eau du fleuve, en résistant au vent, j'ai seulement marché droit devant avec mes deux pieds. Puisse-t-on reconnaître un peu cette chose, toutefois, parmi les choses que j'ai accomplies? C'était des poèmes de Moon Chung-hee, poète originaire de Corée du Sud, qui vit aujourd'hui encore en Corée du Sud. Texte extrait de l'ouvrage Celle qui mangeait le riz froid, publié aux éditions Bruno Doucet, traduit par Kim Yoon-ja. Merci à tous, merci au Théâtre du Point du Jour et merci au magnifique printemps. Et le printemps continue. Au revoir.